Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, deuxième partie des cols du lundi, donc concernant les mouvements de solides en rotation autour d'un axe fixe. Donc là, un exercice qu'on va étudier qui va être un exercice beaucoup plus appliqué, un exercice qui va parler d'une machine tournante de moment d'inertie J par rapport à son axe de rotation, soumise à partir de l'instant t égale 0 à l'action d'un couple moteur qui sera dans une première partie de moment constant. Et donc avec un couple de frottement, eh bien on va se proposer d'analyser le type de mouvement mis en place. Donc en gros analyser une sorte de régime transitoire qui va permettre à la machine, au rotor de la machine pour être plus précis, d'atteindre son régime de fonctionnement nominal. Ensuite, on va supposer que ce couple moteur est un petit peu perturbé, que en raison de vibrations, etc., on va avoir une modulation qui va se créer sur le couple moteur de rotation. Et on va voir l'impact qu'a cette modulation sur le mouvement, et on va voir éventuellement comment on peut limiter l'effet de cette modulation indésirable du couple moteur. Alors, ici, première chose que l'on sait, donc on va étudier un système qui va être le rotor d'une machine. Donc le rotor qui va être de masse M, de moment d'inertie J. Alors directement, ici, on sait qu'on est face à un système donc, qui va être en rotation autour d'un seul axe fixe. Donc si on se représente un petit peu l'idée de ce qui va se passer, je représente ici une pièce relativement simple, d'accord ? Rotation autour de l'axe des Z. On sait que tout va se passer sur la rotation autour de cet axe. Donc la rotation va se faire à la vitesse angulaire oméga autour de l'axe des Z. Donc on va se placer dans le référentiel terrestre supposé galiléen pour la suite de l'expérience ici, enfin de l'étude du système. Alors, au niveau des actions mécaniques extérieures, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tel que l'énoncé nous est présenté, on va avoir le poids et la réaction du support, la réaction du stator sur le rotor, qui vont se compenser. Et en gros, on va avoir une pièce mécanique qui va être à symétrie cylindrique autour de l'axe de rotation, ce qui va éviter que le poids ait une action sur la pièce. Donc finalement, au niveau des actions mécaniques extérieures, les moments par rapport à l'axe des Z du poids et de la réaction du stator, au niveau de la liaison pivot qui relie le stator au rotor, vont être nuls. Donc là, le manque d'informations dans l'énoncé nous pousse clairement dans cette direction. Il faut pour autant, quand vous présentez la résolution de l'exercice, l'expliciter clairement. Ensuite, on a deux actions mécaniques qui apparaissent. Alors vous voyez, on a d'un côté un couple moteur qui va pousser, donc d'après ce qu'on nous dit là, c'est un couple moteur qui va être positif. Et on va avoir un couple résistant lié à des frottements fluides ici. Et donc la mise bout à bout des deux actions va nous donner l'ensemble des actions mécaniques qui s'exercent sur la machine. Donc le couple moteur est pour l'instant constant. Le couple résistant, associé aux forces de frottement, vaut moins alpha fois la vitesse angulaire de rotation, oméga. Alors, si on veut déterminer le moment, l'évolution du moment cinétique et donc l'évolution de la vitesse angulaire du rotor au cours du temps, eh bien on applique le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe OZ de rotation. On sait que le moment cinétique de la machine tournante par rapport à cet axe, c'est le moment d'inertie de la machine fois sa vitesse angulaire de rotation. Et on sait que la dérivée du moment cinétique par rapport à cet axe Z, donc dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est la somme des moments. Donc ici, la somme du couple moteur
et du couple résistant, le couple de frottement. Alors, on remarque instantanément une chose, on remarque ici que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, ça va pouvoir s'écrire sous la forme J fois oméga point. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire, ceci? Eh bien, ça nous permet d'obtenir l'équation différentielle du mouvement. Alors, l'équation différentielle du mouvement, ici, eh bien, ça va nous donner oméga point plus alpha sur J fois oméga égale gamma 0 sur J, le couple moteur sur le moment d'inertie. Alors, là, on a en quelque sorte répondu à la question 1, la question détermination de l'équation différentielle du mouvement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser cette équation? Eh bien, on sait une chose, on sait que ici, on a une équation différentielle du premier ordre. Donc, d'après la forme de l'équation, on sait qu'on va avoir un transitoire qui va se mettre en place, qui va permettre au système d'atteindre une valeur limite. Alors, quelle va être cette valeur limite de vitesse? Eh bien, pour cela, on va analyser le régime permanent. Lorsque oméga point est nul, c'est-à-dire lorsque la vitesse angulaire de rotation ne varie plus. Et on va constater à ce moment-là que oméga au bout d'un temps infini, donc la vitesse en régime permanent, eh bien, vaudra gamma 0 sur alpha. Donc elle va être, cette vitesse, d'autant plus élevée que le couple moteur est élevé, et d'autant plus faible que la constante de frottement fluide est élevée. Donc là, physiquement, c'est quelque chose d'assez logique. On pouvait s'y attendre. Donc ceci constitue une solution particulière de l'équation différentielle. Si on veut résoudre complètement l'équation différentielle, il va falloir sommer à cette solution une solution de l'équation homogène. On sait que la solution de l'équation homogène, ici, est de la forme a fois exponentielle moins t sur tau, avec tau une constante de temps qui apparaît dans l'équation précédente, dans la mesure où l'on voit que 1 sur tau va être égal à alpha sur j. Ce qui nous donnerait à ce moment-là, sous forme entre guillemets canonique, oméga 0, oméga infini sur tau, qui vaudrait gamma 0 sur j. Et donc oméga infini, la vitesse angulaire au bout d'un temps infini, qui vaudra bien gamma 0 sur alpha. Donc la solution globale que l'on cherche, c'est la somme de la solution de l'équation homogène et de la solution particulière. Et donc on va obtenir le facteur A manquant simplement en appliquant les conditions initiales. Donc ici les conditions initiales, l'énoncé nous dit, alors on revient à l'énoncé pour bien voir ce qui se passe. L'énoncé nous dit ici, l'évolution de la vitesse angulaire au cours du temps, la machine étant initialement à l'arrêt. Donc la condition initiale sur oméga, c'est que oméga de 0 vaut 0, vaut donc A plus oméga au bout d'un temps infini, la vitesse angulaire limite. Donc ici on va trouver que A vaut moins oméga infini. Ce qui va nous donner un transitoire du premier ordre très classique ici, oméga de t, qui vaut oméga infini fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc une vitesse angulaire qui part d'une valeur nulle et qui va jusqu'à la valeur oméga infini lorsque le transitoire a pris fin.
Donc on rappelle le transitoire qui prend fin au bout de 5 taux, si on veut atteindre 99% de la vitesse finale. 3 taux si on veut 95%. Donc ici, on a un transitoire terminé au bout de quelques taux. Donc là, je vous invite à revenir sur le cours sur les régimes transitoires si vous voulez aller un petit peu plus loin. Bon, on peut tenter une représentation graphique de la vitesse angulaire. On va essayer de faire un truc pas trop moche. Hop, alors. Donc ici, on va avoir oméga. Oméga qui va varier au cours du temps de 0 à oméga infini. Oméga infini, donc qu'on va avoir ici, la solution particulière. Et la variation de l'un à l'autre va se faire via un transitoire. Normalement, il n'y a pas de dépassement. Ça, le dépassement vient juste de mon manque de maîtrise encore de la tablette graphique. Et donc ici, on aurait une tangente à l'origine qui irait croiser l'asymptote à t égale tau. Bon, vous voyez l'idée. Alors, maintenant qu'on a fini d'étudier ce premier cas entre guillemets simple, on va rajouter des petites contraintes. On va rajouter sur le mouvement du rotor, ou plutôt sur le mouvement imposé au rotor, une certaine modulation avec une pulsation oméga. On va dire que le nouveau couple moteur, ce n'est plus gamma 0, mais c'est gamma 0 fois 1 plus eta cos grand oméga fois t. Donc là, on modifie simplement l'expression obtenue ici pour avoir quelque chose de cette forme. Donc, une modulation. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer naturellement la forme des solutions obtenues. L'équation différentielle, on voit que ça va être oméga point plus alpha sur j fois oméga, ça va pas bouger, qui vaudra gamma 0 sur j fois 1 plus eta cos grand oméga fois t. Donc là, on peut directement écrire ceci. Oméga point plus, on peut même laisser 1 sur tau, 1 sur tau oméga, qui sera alors égal à 1 sur tau, ou même à oméga infini sur tau, on pourrait dire, fois 1 plus eta cosinus grand oméga fois t. Alors, l'équation du mouvement du rotor en présence de vibrations indésirables est obtenue ici. On nous demande maintenant d'établir l'équation différentielle définie, vérifiée, par la fonction s de t telle que oméga de t vaut oméga 0 fois 1 plus s de t. D'ailleurs, oui, la vitesse angulaire limite, je l'ai noté oméga infini. Bon, on va la renoter oméga 0 pour s'adapter à l'énoncé. J'ai fait une petite boulette à ce niveau-là. J'aurais dû, dès le début, prendre oméga 0. Hop, ok, donc là, je corrige, je prends oméga 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais poser que oméga de t vaut oméga 0 fois 1 plus s de t. 1 plus une fonction du temps. Et je vais réinjecter ceci dans l'équation différentielle au-dessus. Donc, je vais dire ici que oméga de t, oméga point de t, pardon, ce sera oméga 0 fois s point de t. En réinjectant les deux, je vais avoir oméga 0 s point plus oméga 0 sur tau plus oméga 0 sur tau s qui va donner de l'autre côté
oméga 0 sur tau plus oméga 0 eta sur tau cosinus de grand oméga t. Quelle équation différentielle je finis par obtenir? Je simplifie les termes constants apparus des deux côtés. Et donc je vais trouver pour S de t, en divisant par oméga 0, l'équation différentielle S point plus 1 sur tau fois S qui vaudra eta sur tau cosinus grand oméga t. Donc là, j'ai obtenu l'équation différentielle vérifiée par S, donc qui sera en quelque sorte le terme perturbatif que je vais appliquer à la vitesse angulaire. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc l'adimensionnement qui a été effectué, hein, on va rappeler que la constante tau que l'on a obtenue, c'était J sur alpha. Et on va rappeler, ça d'ailleurs je ne l'avais pas fait tout à l'heure, on peut vérifier la dimension ici. On sait que J, c'est une masse fois une longueur au carré. On sait que alpha, c'est un couple de frottement sur une vitesse angulaire. Donc une force fois une longueur, donc ici m L carré t-2, sur une vitesse angulaire t-1. Donc il va rester finalement t-1 fois ml carré ici. On combine les deux. On voit que J sur alpha fait bien apparaître 1 sur t-1. Donc la dimension de tau est bien la dimension d'un temps. Alors, l'équation différentielle obtenue ici peut être résolue. Alors comment est-ce qu'elle va être résolue? Eh bien, on a ici une équation qui va être une équation homogène du premier ordre et un second membre, et on va avoir un second membre qui va être un second membre oscillant. Donc ça signifie que la forme de la solution qu'on va avoir ici pour S, ça va être la somme de SH, solution de l'équation homogène, plus SP, solution particulière. SH, solution de l'équation homogène, qui va être une solution donc de cette équation-là. Donc SH, ça va être de la forme A exponentielle moins t sur tau. Solution particulière. On a dit de même forme mathématique que le second membre. Donc la solution particulière va être en un terme d'amplitude. Est-ce que ici je peux en donner un en particulier? Si j'appelais ça, on va dire AH, je pourrais appeler l'autre AP par exemple. AP fois cosinus de oméga t plus une phase à l'origine. Donc d'après les indications données dans l'énoncé, on voit que ici la phase à l'origine sera notée moins psi. Donc on va respecter la notation imposée ici, moins psi. Et on va respecter aussi la notation donnée dans l'énoncé en se disant que AP, ce sera le terme A qui est là. Alors derrière, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution? Eh bien on peut dire qu'au bout de quelques taux, AH exponentielle moins t sur tau sera devenu
environ égale à 0. On a un terme qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc, une fois le transitoire terminé, on va se retrouver en régime sinusoïdal forcé sur le système. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que S, la solution que l'on cherche, c'est environ la solution de l'équation homogène, qui vaut A cosinus de oméga t moins psi, d'après les notations imposées dans l'énoncé. Donc là, c'est le fait que le transitoire soit terminé qui va me permettre de passer en régime sinusoïdal forcé et donc me permettre de supprimer de la résolution du problème la solution de l'équation homogène. Alors, on va se proposer maintenant de résoudre l'équation en régime sinusoïdal forcé pour essayer de discuter de l'intérêt de ce qu'on appelle un volant d'inertie sur un rotor, c'est-à-dire une pièce lourde à symétrie de révolution autour de l'axe de rotation et qui va permettre d'éliminer ces petits effets de vibration indésirables qui, sur le long terme, pourraient causer une détérioration de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va poser S complexe de t qui vaut l'amplitude réelle exponentielle de j oméga t moins psi. À ce moment-là, S point de t complexe vaudra j oméga fois S, autrement dit j oméga fois a exponentielle j oméga t moins pi. Alors, finalement, qu'est-ce que j'obtiens en passant en notation complexe? Bien, je vais obtenir l'équation différentielle sous la forme complexe. Donc, je vais obtenir S point complexe qui vaut, enfin, plus 1 sur tau S complexe qui vaut, hop, on l'a dit, donc état sur tau cos grand méga t. Alors, cosinus grand oméga t, évidemment, ça devient exponentielle j grand oméga t. S point vaut a exponentielle j oméga t moins psi fois j oméga. Donc, je vais obtenir j oméga fois a complexe. En posant, on rappelle a complexe, l'amplitude complexe, qui vaudra l'amplitude réelle exponentielle moins j psi. Donc j oméga fois a complexe, plus 1 sur tau fois a complexe, qui vaudra état sur tau. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement simplifié par exponentielle j oméga t des deux côtés. Donc là, je veux obtenir que a complexe, donc a complexe que je vais écrire ici, vaut état que je divise par 1 plus j fois oméga fois tau. Alors, qu'est-ce que ça doit nous rappeler, ce type d'expression? Eh bien, ça doit nous rappeler instantanément les systèmes du premier ordre que l'on avait pu observer en régime sinusoïdal forcé. Donc des filtres du premier ordre. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de ceci, eh bien, on va constater que l'amplitude de S que l'on cherche ici, donc ça va être le module
du nombre complexe trouvé précédemment. Et donc on va avoir A qui vaudra eta sur racine carrée de 1 plus oméga carré tau au carré. Donc qu'est-ce qu'on va constater ici? On va constater que A tend vers eta quand oméga tend vers 0 et que A tend vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. Donc le constat ici que l'on a, c'est que on a finalement une sorte de filtre passe-bas du premier ordre. Alors, passe-bas du premier ordre, ça signifie que sa bande passante eh bien, elle va être de la forme 0 oméga c, avec oméga c qui vaut ici 1 sur tau. Donc, si on arrive à changer la pulsation de coupure correctement, eh bien, on va réussir à ce moment-là à éliminer les vibrations indésirables, simplement en faisant en sorte que oméga soit hors de la bande passante. Donc, en gros, on va dire que si grand oméga est hors de la bande passante, on élimine les vibrations. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir oméga c la plus petite possible. Oméga c la plus petite possible, eh bien, si on revient à la définition de tau précédente, on constate que tau a été défini alors comme étant égal à J sur alpha. Donc ici, oméga c vaudra alpha sur J. On sait que l'on veut oméga c la plus petite possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut éliminer les vibrations indésirables, eh bien on va simplement faire en sorte d'avoir J, le moment d'inertie, le plus grand possible. Alors là, on peut se dire, c'est magnifique. En gros, on a une solution simple pour éliminer toutes les vibrations qui apparaîtraient sur une machine. Bon, la modélisation au premier ordre est peut-être un petit peu légère, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, si vous voulez augmenter le moment d'inertie, il faut augmenter la masse. Si on augmente la masse, on rend la machine plus difficile à transporter. Donc on brûle plus de carburant pour la faire tourner. Et si on augmente la masse, on augmente aussi le coût de réalisation de la machine. Donc, J le plus grand possible, c'est toujours dans les limites de coûts imposés pour une machine donnée et dans les limites de coûts d'utilisation pour la machine. C'est-à-dire que si on a un moment d'inertie énorme, c'est très bien, mais si ça veut dire que la machine coûte beaucoup trop cher, soit à utiliser, soit à construire, eh bien on perd de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sort du cahier des charges. Donc là, on retient simplement que ici, la machine tournante se comporte vis-à-vis des petites oscillations extérieures comme un système du premier ordre, et même plus précisément, un filtre passe-bas du premier ordre. Donc, il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires s'il y a des points qui semblent peu clairs, et à vous annoncer que la suite sera au prochain épisode.